La nouvelle fait immédiatement la une des journaux, qui répond dans le monde entier. Alors, Monsieur le Ministre, merci d'être parmi nous. Nous avons parlé, le thème de ces causeries, c'était escroquerie, faussaire, affairisme. Alors, nous avons balayé l'affaire Stavisky, nous sommes allés voir Madoff, nous avons parlé des subprimes avec des intervenants brillants qui sont ici et d'autres qui sont repartis parce que il y a eu 2 matinées, hier et aujourd'hui, donc. Alors on va pas vous demander sans doute de parler des faussaires et des escrocs, mais évidemment on est parti de cas tout à fait tangibles et j'allais dire du fait divers pour arriver au problème au fond de la régulation internationale financière, parce qu'on voit bien que dans toutes ces secousses économiques qui ont abouti à la crise que nous vivons actuellement, c'est l'absence de règles ou leur mauvaise application qui a provoqué cette situation. Et donc, en tant que membre du gouvernement, homme politique et d'idéologie plutôt libérale, puisque vous aviez créé, c'est lourd à porter aujourd'hui, mais je pense que vous l'assumez, puisque vous aviez fondé au Parlement le groupe des réformateurs, je crois, qui regroupait un certain nombre de parlementaires de l'UMP, de cette sensibilité. Vous venez du courant du Parti républicain au sein de la majorité, vous avez été proche vous l'êtes toujours, j'imagine, d'Alain Madelin, de Gérard Longuet. Vous incarnez donc une sensibilité au sein de cette majorité. J'ai oublié de rappeler votre titre exact. J'espère que je ne vais pas me tromper parce que vous êtes secrétaire d'État au commerce, à l'artisanat, au PME et au tourisme. Est-ce que c'est dans le bon ordre ? Il manque les services. Eh ben, il manque toujours quelque chose. Je vous passe la parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, toutes mes excuses pour ce retard qui est indépendant de ma volonté, mais en tout cas, je salue les personnes qui ont bien voulu rester jusqu'à la fin de cette matinée pour que je vous donne un peu mon sentiment, mon opinion sur ce thème, bien que je n'ai pas la prétention de connaître aussi bien que les juges qui m'entourent ou les personnes qui sont intervenues avant moi. Mais c'est un thème qui est très intéressant. C'est un thème qui est très intéressant parce qu'il pose le problème des comportements, il pose le problème de l'éthique, de quelque chose dont on parle peu, qui est l'éthique, c'est-à-dire l'idée que l'on se fait, les valeurs que l'on porte et son comportement qui s'inspire des valeurs qu'on porte et l'actualité. Et vous avez parlé de Stavisky. Moi, j'ai envie de vous dire que ça remonte à bien avant les relations entre la régulation, l'autorité publique et parfois ses dérives. Je voudrais dire que, ça m'a amusé, vous citer une anecdote qui remonte à la République romaine. Vous voyez que ça va beaucoup plus loin, et à Crassus, qui était membre du triumvirat avec Pompée et César. Alors Crassus, il avait mis en place à Rome un service de pompiers, et des équipes pour lutter contre les incendies. Et donc c'était déjà une première régulation antique, si j'ose dire. Mais si ce n'est qu'en pratique, il interdisait à ses équipes de pompiers d'éteindre les incendies tant que les propriétaires des maisons en feu n'avaient pas accepté de lui vendre à bas prix leurs propriétés menacées. Donc c'est assez intéressant quand même. Intéressant de voir que nous discutons de l'actualité, mais qu'il y a parfois quelques références qui datent de loin. Parce que s'il refusait ses propriétaires, les équipes de pompiers laissaient les propriétés se consumer jusqu'au bout. Et donc on le voit bien, le mélange des genres entre pouvoir politique, intérêt économique ne date pas d'aujourd'hui ni même d'hier.
Alors, je ne vais pas évidemment vous faire un cours sur la République romaine et les nécessités de la vertu. Je vais tout de suite parler de la spéculation financière et de ce qui s'est passé depuis maintenant quelque temps, depuis plus d'1 an, et qui a amené à l'effondrement d'un certain nombre des grands noms de la finance internationale, que ce soit Bear Stearns, Lehman Brothers, Merrill Lynch, Washington Mutual, autant de noms et de banques qui existaient depuis plus d'un siècle et demi et qui n'existent plus aujourd'hui. Et il y a beaucoup d'autres institutions, vous en avez entendu parler au fur et à mesure des émissions télévisées ou des émissions radiophoniques qui, elles, n'existeraient plus si l'intervention de la puissance publique ne les avait pas sauvées. Et donc, c'est quand même quelque chose de très important, de fondamental qui s'est passé et qui nous interpelle, qui interpelle tout le monde et qui nous pose la question de savoir si c'est la fin du capitalisme que nous vivons. Alors certains le disent, d'autres le souhaitent. Moi, je ne le crois pas. Je ne crois pas en tout cas que ce soit la fin du capitalisme. Par contre, ce que je pense, c'est que c'est certainement la fin d'une certaine forme d'irresponsabilité, d'affairisme financier, de spéculation. Et cette crise, je le crois, elle nous rappelle que le mot que j'employais tout à l'heure, l'éthique, elle a sa place. Et si elle disparaît, eh bien, les rapports économiques, l'efficacité économique en sont affectés. Donc, toute la thèse que je vais développer dans les quelques minutes, mais rassurez-vous, je ne vais pas vous faire 1 heure, hein, Didier. D'abord, je voulais te saluer et te remercier d'organiser ce colloque, et tu fais honneur à la fois aux lettres et aussi à l'actualité en organisant ces colloques qui sont, pardonnez-moi cette incidente, mais qui sont très utiles et très importants, parce qu'il y a les colloques institutionnels, on discute doctement d'un certain nombre de problèmes, et puis il y a les colloques qui naissent d'une passion, d'une idée, d'un écrivain que l'on veut honorer, et à partir duquel on saisit l'actualité, on lui donne un éclairage différent. Donc je voulais vraiment t'en féliciter. Et je reviens sur ma thèse, qui est que ce que nous vivons, ça n'est pas la faillite du capitalisme, ça n'est même pas la faillite du libéralisme, je vais essayer de vous en convaincre en quelques instants, c'est simplement la faillite d'un modèle de régulation qui n'a pas été adapté, qui n'est pas adapté. Et je voudrais d'abord m'interroger devant vous sur la gravité de cette crise. Est-ce que c'est la crise la plus grave que nous ayons connue au moins depuis 1945? Clairement, c'est certainement la crise la plus aiguë parce qu'elle s'est attaquée au système et qu'elle aurait pu le mettre à bas, mais ça n'est pas la première crise. Et je pense que ça n'est pas non plus la dernière. Les crises financières, elles interviennent de façon régulière ou périodique dans les économies. C'est en fait le même processus qui se déroule toujours. Un auteur l'a bien décrit, c'est un petit livre qui est paru en 1978, c'est Charles Kindleberger, qui nous indique que tout débute par un afflux de capitaux qui se dirige vers les secteurs en croissance, en l'occurrence là, l'immobilier, plutôt l'immobilier. Alors il y a le boom de ces secteurs qui est rendu possible par un crédit abondant et qu'on distribue sans sélection des risques. C'est-à-dire que le crédit, c'est pour tout le monde, ou presque, comme ça a été le cas avec le marché des subprimes. Ça, ce sont les 2 premières étapes. Et la 3e étape, c'est l'étape dite euphorique, collective, caractérisée par la hausse des cours et l'apparition de comportements suivistes, moutonniers, tout le monde fait la même chose. Prise de risque excessive, abus de position dominante, affairisme. Et pour finir, eh bien, c'est l'éclatement de la bulle spéculative avec des effets dramatiques ou ravageurs sur l'économie réelle. Et donc on assiste à un phénomène d'emballement, d'excès, d'affairisme, mais qui se sont déjà produits dans le passé. Et cette crise, elle est une de toutes celles qui se sont succédées, mais elle est la plus grave pour 2 raisons. La première raison, c'est que c'est une crise d'origine bancaire.
Et on le sait bien, dans les économies développées, le système bancaire est le cœur du système. Et la deuxième raison, c'est que cette crise a été précédée, plus que par le passé, par un dérèglement du contrôle des risques. On n'a pas mis en place un système de contrôle des risques sur les marchés financiers et dans les institutions financières. Alors certains disent, cette crise, c'est la déroute des idées de liberté, des idées libérales. Moi, je crois au contraire que c'est l'occasion de revenir aux sources du libéralisme politique, c'est-à-dire à une juste conception de l'état de droit. Parce qu'il faut toujours bien intégrer, et je voudrais vraiment que vous le notiez, dans les critiques sur le libéralisme, on dit toujours le libéralisme, c'est l'absence de règles. Et donc, comme il n'y avait pas de règles, c'est la faute du libéralisme. Les choses sont, comme toujours, beaucoup moins simples. Le libéralisme, c'est l'exercice de liberté dans un cadre que l'on appelle, que les auteurs appelaient l'état de droit, c'est-à-dire des règles. Et donc dire que le libéralisme, c'est l'absence de règles, est en soi un contresens majeur. Car les libertés ne peuvent se concevoir que dans un cadre dans lequel on leur donne l'occasion de s'exprimer. Mais il y a toujours un régulateur. Il y a toujours quelqu'un qui dit le droit et qui dit là vous avez commis une faute, vous êtes sanctionné. Et donc le libéralisme se caractérise par l'alliance du droit et de la liberté, dans le domaine économique du reste comme dans le domaine politique. Je voudrais rappeler à cet égard quelques vérités sur les bienfaits des libertés. Parce que de temps en temps, il faut les rappeler, tant on a parfois tendance à oublier que ce sont les libertés, les échanges, malgré un certain nombre d'insuffisances, qui ont permis de sortir du sous-développement et de la misère beaucoup de pays émergents. Les pays émergents sont des pays qui s'enrichissent. Alors il peut y avoir des inégalités à l'intérieur de ces pays. Mais globalement, ce sont des pays qui s'enrichissent et qui enrichissent leurs habitants à partir d'une liberté des échanges. Le marché indien, le marché chinois produit son expansion à partir d'une libéralisation des échanges et induit une élévation du niveau de vie moyen de la population. Donc la liberté des échanges, elle est positive. Ensuite, ces échanges doivent être régulés. C'est tout le problème. Mais en tout cas, elle produit ses effets. La création de richesse, c'est la reconnaissance du bienfait des libertés économiques et des droits de propriété qui s'y attachent. Troisièmement, je l'ai dit, il n'y a pas de marché sans règles, ni sans régulation. Et la crise financière que nous traversons a le mérite de mettre en lumière le rôle essentiel de l'État dans une économie de marché. On l'avait un peu oublié, y compris les libéraux. La crise systémique, elle implique, elle exige l'intervention de la puissance publique pour éteindre le feu. Et donc l'intervention de l'État est justifiée en cas de crise systémique. Justement, ce qui s'est passé ici. Mais le rôle de l'État, c'est cela, cette intervention, ça doit être, ça ne peut pas être non plus que cela. Il faut poser le cadre et ça ne peut pas être l'expansion indéfinie de l'intervention de l'État. L'État doit intervenir, mais il ne doit pas intervenir à tout moment dans chaque acte de la vie de nos concitoyens. Et donc, la nouvelle éthique du capitalisme, de mon point de vue, c'est-à-dire celle qui doit intervenir, eh bien, elle tient en deux mots, transparence et responsabilité. Transparence, on en parle beaucoup, sur le plan international, on a bougé, même si on pourrait peut-être bouger un peu plus, je n'insistais pas à vos travaux, donc j'imagine que c'est peut-être ce que vous avez dit. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est que les deux principes de transparence et de responsabilité, je pense, ont progressé dans les dernières semaines à partir du G20 du 2 avril. Il y a une question très intéressante que je réserve pour un autre colloque, certainement sur morale et économie.
Parce que la philosophie politique traditionnelle nous apprend que morale et économie ne font pas bon ménage. C'est vrai. Les auteurs classiques de l'économie disent c'est l'intérêt qui guide l'économie. C'est le fait de maximiser, comme on dit, comme ils disent, comme il disait, maximiser sa propre utilité. Et de ce point de vue, l'intérêt et la morale étant désintéressée par définition, on le voit qu'il y a une contradiction dans les termes. Parce que les auteurs classiques, eh bien, indiquent que c'est l'intérêt et lui attribuent du reste un moteur. Le moteur du développement, c'est l'intérêt. Je voudrais citer Adam Smith, c'est la seule citation que je ferai, rassurez-vous. Ça n'est pas par générosité de cœur que le boulanger vend son pain à la ménagère à un prix tel que celle-ci peut supporter, mais parce que tel est son intérêt. Évidemment, il préserve son client. Et de fait, les désirs d'enrichissement de quelques-uns sont le moteur du progrès économique, mais ce moteur lui faut une régulation, comme les derniers mois l'ont montré. Et l'État a donc un rôle à jouer pour lutter contre les excès de cupidité et réguler le capitalisme. La morale du capitalisme, c'est la régulation du capitalisme. C'est ça, je crois, qu'il faut bien entendre. Et cet principe que je pose de transparence et de responsabilité, ça ne fonctionne que si c'est adopté au niveau mondial. Parce que sinon, on aura des concurrences qui s'installeront et qui ne permettront pas à cette régulation de jouer tout son rôle. Et donc nous devons imposer des règles adéquates. André Comte-Sponville, en 92, indique que la régulation des égoïsmes, c'est la grande affaire de la politique. Ne nous racontons pas d'histoire, si les gens travaillent, s'ils payent leurs impôts, s'ils respectent à peu près la loi, c'est par égoïsme. Toujours, et sans doute par égoïsme seulement, le plus souvent. Et donc, il est peut-être un peu sévère, et mon expérience d'élu local me conduit à nuancer son jugement, mais ça rappelle une vérité. En matière d'échange économique, les hommes ne deviennent pas vertueux simplement parce qu'on leur demande. Il n'y a pas de secret. Moraliser en économie, c'est réguler et imposer des règles du jeu. Et donc, pour que responsabilité et transparence puissent progresser, il faut soumettre à un contrôle et à des règles, ce qui n'était pas soumis. C'est justement ce que pose en principe le G20, la réunion des 20 pays les plus riches du monde. La surveillance des territoires, la surveillance des institutions, la surveillance des individus. Surveillance des territoires, j'imagine que Jean de Maillard en a parlé sur la lutte contre les juridictions non coopératives, donc je ne vais pas en parler, si ce n'est pour dire que de mon point de vue, et du point de vue du gouvernement, on commence à enregistrer un certain nombre de premiers résultats, et la France a signé, du reste, en matière de transparence, un certain nombre d'accords, notamment ces derniers jours avec le Luxembourg et la Suisse. Le contrôle des institutions ensuite, hedge funds et agences de notation, là non plus je n'y insiste pas. La responsabilisation des individus, c'est très important, et notamment dans leur système de rémunération dans la sphère financière, avec la réglementation qu'il nous faut instaurer sur les bonus, sur les rémunérations, notamment des traders, pour qu'il n'y ait pas une incitation à une prise de risque déraisonnable. Quand vous avez un gain maximal qui peut être tiré d'un risque assumé ou mesuré ou contrôlé, eh bien, vous prenez ce risque et ça donne des situations de catastrophe fortes. Et donc, il y a un point de responsabilité individuelle, y compris financière, sur lequel nous devons absolument mettre l'accent. Je ne parle pas des règles et de la régulation prudentielle et comptable, dont a parlé, j'imagine, Charles Blandinière à foison. Je voudrais, pour ma part, maintenant conclure ces quelques mots sur une réflexion sur le capitalisme et l'entreprise. Et citer encore une fois, je m'en excuse, j'avais dit que je citerais que 2 fois, j'ai cité 3 fois, Keynes.
parce que Keynes, il est à l'honneur en ce moment, et donc c'est le grand retour de John Maynard Keynes. Et il dit « Le capitalisme n'est pas une réussite. Il est dénué d'intelligence, de beauté, de justice, de vertu, et il ne tient pas ses promesses. En bref, il nous déplaît. Mais quand nous nous demandons par quoi le remplacer, nous sommes extrêmement perplexes. » C'est pas Churchill sur la démocratie, c'est Keynes sur le capitalisme, mais c'est un peu la même idée, que c'est le pire des régimes à l'exception de tous les autres. Et moi, j'ai essayé de réfléchir sur ce qui caractériserait un capitalisme non financier, tel que celui qui a failli emporter tout sur son passage. Là, c'est le capitalisme de l'entrepreneur. L'entrepreneur, d'une certaine manière, je parle de l'entrepreneur responsable de son entreprise, de sa petite entreprise, de sa moyenne entreprise, on le voit, il sort d'une certaine manière grandi dans cette affaire. Ça n'est pas lui qui a été affecté, ou qui a été responsable de la crise. Et donc, en l'occurrence, comme on sent bien que dans cette période, c'est l'entrepreneur qui peut, avec bien sûr tous les autres, mais l'entrepreneur, parce qu'il prend des risques, peut nous aider à nous sortir de cette crise. On voit bien que la figure de l'entrepreneur, elle prend dans cette affaire un rôle central, à telle enseigne que dès qu'il y a une entreprise en difficulté, tout le monde se mobilise. Ça prouve bien, à contrario, que l'entrepreneur, il joue un rôle majeur, y compris dans cette période, parce qu'il risque. Et il n'y a pas de capitalisme sans risque, comme il n'y a pas de capitalisme stable, sans transparence sur les risques. Moi, je crois que cette crise, elle remet au premier plan l'entrepreneur et son comportement. Et le comportement du petit entrepreneur, de l'entrepreneur familial, de celui qui investit et qui risque ses capitaux, n'a rien à voir avec les comportements, soit des grands entrepreneurs non propriétaires de leurs grandes entreprises, soit de spéculateurs financiers. L'entrepreneur familial, que je connais bien, je l'ai été une partie de ma vie ayant repris l'entreprise familiale, entreprend et investit dans son entreprise, dans une vision de long terme, avec une faible distribution des bénéfices et avec une rémunération qui n'est pas une rémunération affectée de tout ce que l'on a vu apparaître sur stock option, parachute doré et autres. Et c'est ce capitalisme-là, cet entrepreneuriat-là, qui a certainement à voir aujourd'hui dans la redécouverte que l'on doit faire des libertés économiques. En France, l'entrepreneur familial est un entrepreneur menacé. J'ai ici des chiffres qui sont assez spectaculaires. Une transmission d'entreprise en France à titre familial se fait dans une entreprise sur 10. C'est-à-dire qu'en France, il n'y a qu'une entreprise sur 10 qui est reprise dans la famille ou dans le halo familial. En Allemagne, c'est 5 entreprises sur 10 qui sont reprises à titre familial, et en Italie, 7 sur 10. C'est dire que si ce capitalisme-là, qui porte des valeurs, alors on peut ne pas être d'accord avec ces valeurs, on peut y voir un côté paternaliste ou un côté trop encadrant, mais ces valeurs, ce sont des valeurs qui sont des valeurs de long terme, d'investissement, de moindre, je le disais, de moindre rémunération, d'épargne, bref, un comportement d'éthique qui a structuré, du reste, certainement le capitalisme des origines et qui était décrit par les anciens. Et c'est ce capitalisme-là, cette entreprise familiale, qu'on redécouvre et qu'on va redécouvrir. C'est une entreprise attachée à ses territoires, une entreprise dont l'entrepreneur répugne à délocaliser, une entreprise où les salariés font corps avec l'entrepreneur. Cette entreprise-là, je crois qu'elle retrouvera certainement une vraie actualité. Je voudrais conclure en un mot. J'ai, il y a quelques semaines, reçu à Paris des entrepreneurs chinois.
Ces entrepreneurs chinois qui sortent du communisme, une liberté des échanges et du commerce qui est très très grande en Chine, et des fortunes qui s'élaborent, et des entrepreneurs qui créent leur entreprise et qui enregistrent une vraie croissance de ces entreprises. Eh bien, ces entrepreneurs venaient à Paris à rencontrer des entrepreneurs de type familiaux, car ils se préoccupaient de savoir comment et qui allait leur succéder, et des voies de la transmission à leurs héritiers. Donc, d'une certaine manière, ce capitalisme tout neuf qui nous vient de Chine redécouvre ou découvre les anciennes lois du capitalisme qu'on a oubliées. Le capitalisme, c'est celui qui risque, qui investit, qui prend des risques, qui accepte la sanction de ces risques dans un cadre dans lequel le législateur a mis les éléments qui permettent à ce capitalisme de se faire jour, mais dans une vertu, dans une éthique, dans une morale, si j'ose dire, sans craindre la contradiction, qui permet de légitimer celui-ci. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire sur ce que ce thème a évoqué pour moi de réflexion, en ayant encore pudeur à les avoir exprimés sans avoir écouté l'ensemble des intervenants. Merci à tous, en tout cas, d'avoir fait preuve de patience.